du traitement, de la conservation et de la sauvegarde de ces documents, de la diffusion et surtout de la valorisation de ces sources relatives à l'histoire du Sénégal et qui sont disponibles sur différents supports au niveau national et au niveau international. Ça, c'était la principale mission. Mission de collecte, de traitement, de conservation, de diffusion et de valorisation de ces informations sur différents supports au niveau national et international. Et aussi, ce qu'on nous avait aussi demandé, c'était de réunir pour la première fois au sein d'une même organisation, donc différentes personnes intervenant ou bien institutions intervenant dans le domaine de l'information documentaire. Donc il y avait des spécialistes de l'information documentaire comme les bibliothécaires, les archivistes et les documentalistes. À côté, il y avait des traditionalistes, des spécialistes des manuscrits arabes et adjamis, des muséologues, des archéologues. Et l'objectif ici, c'était de les réunir pour la première fois, de leur permettre de travailler en synergie et de mutualiser par exemple leurs ressources. Parce que le principal problème qui se posait au niveau par exemple de la gestion de l'information documentaire au niveau du Sénégal et même au niveau africain, c'était vraiment la mutualisation des ressources. Et le problème de l'histoire générale du Sénégal devrait nous permettre non seulement de nous connaître, mais aussi de pouvoir, par exemple, mutualiser, par exemple, nos différentes ressources, notamment les ressources documentaires. Donc là, c'est 3 objectifs. Tout à l'heure, j'ai parlé de structuration de la commission source. Et c'est lors d'un séminaire que nous avons tenu donc, les 17 et 18 mai 2004. Donc, il a été décidé donc, de mettre en place l'organigramme fonctionnel de la sous-commission 4 sources, avec d'abord un président, en la personne de M. Salim Bey, un rapporteur général, donc M. Ahmed Ndiaye, et un secrétaire donc, de séance, c'était Ndiahat. Donc là, on avait décidé donc de mettre en place 6 sous-commissions. La première commission, c'était la commission sources archéologiques et muséographiques. La deuxième commission, c'était la commission archives. La troisième commission, c'était la commission bibliothèque. La quatrième commission, c'était la commission sources arabes et adjamis. Sources arabes et adjamis. Et cette sous-commission avait auparavant, donc pour nom, sous-commission sources et manuscrits arabes et adjamis et familles religieuses. Ensuite, il y avait une autre sous-commission, archives orales et archives audiovisuelles, traditionnalistes et autorités coutumières. Et la dernière commission, c'était la sous-commission logistique, traitement et valorisation des données. Donc, voici résumé donc les sous-commissions que nous avions mis en place. Donc, à partir, par exemple, du séminaire du 7 mars 2020. Maintenant, cette sous-commission, donc cette structuration a connu une évolution. Donc là, on passe de sous-commission à pôle. Et ça a été décidé lors d'un séminaire qui s'est tenu le 7 mars 2020 avec le pôle d'abord coordination, un pôle qui était chargé de la collecte des données et un pôle qui était chargé donc du traitement. Et une fois le traitement effectué, donc le pôle valorisation donc s'est chargé donc de la valorisation des documents. Et là, il y avait un objectif principal qui était visé. C'était d'abord une gestion efficiente des activités de la commission. Parce que vous savez, au début, donc on avait par exemple vu vraiment large. Donc, et là, il fallait quand même, compte tenu par exemple des problèmes par exemple de financement des activités et de la nécessité de redynamiser la commission, donc il fallait quand même revoir nos ambitions à la baisse. C'est-à-dire revoir nos ambitions à la baisse, c'était de voir par exemple mettre en place une politique
à court, moyen et long terme, pour nous permettre quand même de bénéficier par exemple de financements qui vont nous permettre par exemple de pouvoir par exemple atteindre par exemple nos objectifs. Donc c'était ça l'objectif qui a été visé à travers par exemple la création par exemple de ces pôles lors du séminaire de mars 2020. Et dans le cadre par exemple des activités, plusieurs activités ont été menées. Nous y reviendrons. Et la principale activité auquel nous avons abouti est la publication de l'ouvrage donc du professeur Salou Mbaye intitulé Introduction aux sources de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Et ma collègue Aminata Kane y reviendra tout à l'heure pour de plus en plus de développement. À côté par exemple de la publication de cet ouvrage, d'autres activités aussi ont été menées donc depuis 2014. Donc la commission a participé donc, et contribué et fait des contributions de haute facture aux différents séminaires de AGS. Nous avons tenu aussi de nombreuses réunions donc de mise en place d'une politique de réajustement aussi et de mise en place aussi de projets par exemple budgétaires. Les commissions, sous-commissions et pôles aussi se sont réunis, ont tenu aussi de nombreuses quand même réunions. Et ces réunions ont abouti donc à la mise en place par exemple d'un programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc stratégique et opérationnel, qui est une refonte des plans d'action qui ont été mis en place par les différentes sous-commissions et les différents pôles. Et la première opération que nous avons effectuée au niveau, par exemple, de cette sous-commission, c'était d'identifier des institutions documentaires abritant donc des ressources documentaires. Et nous avons ici donc une liste quand même de 46 institutions au niveau du Sénégal. Et parmi ces institutions, nous avons la direction des archives, nous avons l'IFAN, le CRDS, l'INSEPS, le CESTI, l'Assemblée nationale, les universités du Sénégal, l'ANDS, l'ISRA, l'ITA, le CODESRIA, ENDA, CESAC, l'Église et l'Institut islamique de Dakar. Donc ce sont les principales. Ensuite, nous avons identifié les familles religieuses. Les différentes confréries religieuses qu'il y a ici au niveau du Sénégal. Ensuite, les foyers d'enseignement. Quels sont les foyers d'enseignement? Les organisations et les associations religieuses qui détiennent des manuscrits. Parce qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont quand même détenus, et quelquefois dans des conditions qui ne répondent pas aux normes, donc par certaines associations, etc. Au niveau aussi de la communauté chrétienne, nous avons identifié un certain nombre, par exemple, d'organisations. Et parmi ces organisations, il y a la bibliothèque de l'Abbaye de Keur Moussa. Cette bibliothèque est d'une importance capitale. Nous avons fait là-bas une mission dans un autre cadre, c'était dans le cadre de la réorganisation, de la mise en place donc, de la base de données. Et l'information, je tiens donc à vous donner cette information pour tous ceux qui veulent travailler sur le christianisme. Cette bibliothèque détient énormément de documents et des documents de grande valeur scientifique et historique. Donc aussi au niveau national, nous avons noué aussi des contacts avec des professionnels de l'information documentaire. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont informatisées. Et nous avons noué, par exemple, des contacts avec ces collègues pour leur demander donc un transfert, par exemple, de ces documents relatifs donc à l'histoire générale du Sénégal est disponible donc dans leur base de données. Au niveau international aussi, on avait identifié aussi un certain nombre de documents. Donc en France, surtout en France, bon, il y a d'autres pays comme le Portugal, donc l'Angleterre, les pays scandinaves, la Gambie et les autres pays voisins du Sénégal. Mais le principal travail qui a été effectué, c'était l'identification des structures qui existent par exemple au niveau de la France comme la BNF, comme les archives par exemple de la France, etc. Donc l'objectif ici qui est visé, il y a deux objectifs. D'abord, essayer de nouer un partenariat
pour la possibilité d'importer par exemple des références à partir de leur base de données. Et le second objectif, c'était par exemple comment on appelle, le transfert par exemple de documents numériques, de leur bibliothèque numérique. Donc ça aussi, je pense que c'est un travail quand même à continuer. Et je crois que des partenariats pourraient être noués avec ces institutions. Nous avons effectué aussi des recherches sur Internet aussi, donc des recherches sur Internet pour tout ce qui concerne par exemple des documents donc relatifs à l'histoire générale du Sénégal. Et dans le cadre de la collecte, donc il y a des documents qui ont été inventoriés. Je cite simplement deux institutions, à la direction des archives du Sénégal et au service de la documentation de l'IFANCHER Anta Diop, tout en sachant qu'il y avait des équipes qui étaient par exemple dans certaines bibliothèques comme CESAC et autres, etc., etc. Donc là aussi, donc, une salle a été mise à notre disposition au niveau de l'AGS pour l'identification, pour le traitement par exemple des documents. Donc là aussi, on a identifié dans le cadre de ce travail de traitement, de collecte et de valorisation les besoins en ressources humaines, en équipement et en fourniture. Et beaucoup de réflexions ont été menées pour le financement vraiment de ces différentes activités. Donc différents budgets ont été par exemple élaborés et je pense que dans le cadre par exemple des perspectives, je pense qu'on y reviendra. Donc là aussi, une fois ces documents collectés, les professionnels se sont réunis dans le cadre du pôle traitement et valorisation et nous avons choisi deux logiciels. Un logiciel par exemple qui s'appelle COA, donc établi à partir donc, des années 80 au niveau de la Nouvelle-Zélande et qui permet par exemple le traitement par exemple de documents par exemple de bibliothèque, et ICA Atom. ICA Atom, c'est un logiciel qui permet quand même le traitement des documents d'archives et qui a été mis en place par le Conseil international des archives. Donc parallèlement à ce travail aussi, donc on s'est dit que pour la conception des bases de données, il faut des bordereaux. Et nous avons mis en place différents bordereaux. Donc ces différents bordereaux, donc on pourra peut-être présenter tout à l'heure. Donc un bordereau pour les cartes, un bordereau pour les monographies, les périodiques, les thèses, les mémoires et les manifestations d'ordre scientifique et technique. Un bordereau pour les documents iconographiques, c'est-à-dire les photos, les diapos, les cartes, les photos numériques. Un bordereau pour les documents audiovisuels et sonores, tout ce qui concerne les cassettes, les vidéogrammes, les films, les bandes magnétiques et autres. Un bordereau pour les archives et un formulaire, par exemple, d'enquête. Ça aussi, ça a été donc fait au niveau, par exemple, de la commission. Ça a été un travail extrêmement difficile, mais quand même, on est arrivé quand même à mettre en place des bordereaux. Et ça, c'est un travail très, très, très important. Parce qu'il n'y a jamais eu, on n'a jamais fait, par exemple, ce type de travail ici au niveau, par exemple, du Sénégal, c'est-à-dire l'harmonisation de nos différents types de bordereaux, etc., au niveau donc de nos différentes structures. Donc aussi, on a pensé, il y avait quand même 6-7 bordereaux, mais on a pensé à regrouper quand même les fonds. On a regroupé, par exemple, les fonds par typologie, et ce qui nous a permis quand même de concevoir des bases de données. Ces bases de données ont été conçues donc par notre collègue Abdou Bekesso et elles sont disponibles à l'heure actuelle au niveau de l'ESP. Il reste simplement à avoir des vacataires et à saisir par exemple les données. Autre élément, et le professeur en a parlé tout à l'heure, c'était un code de conduite que la commission source a mis en place. Donc ce code de conduite a été donc adopté au niveau de AGS et partagé par l'ensemble, par exemple, des membres, par exemple, des structures, je veux dire, du projet. Et vous me permettrez quand même de parler un peu donc, des différents éléments qu'il y a dans ce code de conduite. D'abord, c'est d'adhérer et de respecter les valeurs suivantes: respect de la vie privée et l'honneur des individus, des familles, une gestion rationnelle des fonds, des biens et des ressources, l'émergence de relations de travail positives et conviviales, l'utilisation exclusive des informations collectées pour le projet, l'engagement à garder confidentielles les informations recueillies et le respect de la propriété intellectuelle. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est un document qui est là qu'on pourrait quand même partager, le code de conduite qui a été adopté. Donc, par rapport à tous ces
actions, il y a quand même eu des difficultés, donc en dépit de la présence de ressources humaines compétentes et de leur engagement et de l'élaboration, par exemple, de documents de haute portée scientifique. La principale difficulté résidait au niveau, par exemple, des moyens financiers. Il faut reconnaître que c'est l'absence, par exemple, je ne dirais pas l'absence, mais c'est l'insuffisance de ressources financières, budgétaires, a plombé vraiment le bon fonctionnement des activités de la commission 4 sources. Et la non-disponibilité des moyens financiers et matériels a eu pour conséquence majeure une quasi-démobilisation des membres. Parce que de 100 membres, on s'est retrouvé presque avec 15 personnes qui ont eu à faire vraiment ce travail. C'était des personnes vraiment engagées, vraiment au service de leur pays et qui se sont donnés vraiment à fond pour quand même atteindre, par exemple, ces objectifs. Et dans le cadre aussi des perspectives en 5, ce que nous proposons, c'est la relance des activités par la remobilisation des collectes avec des objectifs à court, moyen et long terme. La mise en place d'un budget qui permet l'atteinte des objectifs. La reprise de la collecte par des vacataires sous la supervision des membres des pôles, mais aussi par l'implication aussi des collègues conservateurs au niveau des différentes bibliothèques au niveau national, etc. Et la mise en place aussi d'un plan de communication et d'information en vue de sensibiliser certaines familles religieuses, les foyers d'enseignement, les organisations et les associations religieuses sur l'importance et la portée du projet. Pour qu'on leur explique vraiment l'importance et la portée du projet. Ça, on l'a déjà fait, mais il serait utile quand même de mettre en place, d'élaborer ce plan de communication et d'information. Et aussi, dans un deuxième temps, de préparer, par exemple, les agents qui seront sur le terrain pour procéder à la collecte. L'autre élément, c'est l'aménagement de la salle de traitement. Donc, l'aménagement de la salle de traitement de la commission 4 sources et aussi d'y installer les équipements, notamment informatiques. Des besoins ont été évalués, exprimés, je veux dire, dans le cadre, par exemple, du projet. Il serait utile quand même, dans le cadre de la saisie des données, d'équiper ces documents, cette salle, pour permettre quand même une gestion rationnelle, par exemple, de ces documents. Ensuite, il y a aussi l'atelier, l'organisation d'ateliers de formation des agents, notamment sur les logiciels et sur la conception d'une bibliothèque numérique. Et je pense que ça aussi, la bibliothèque numérique, est un volet important vraiment de notre projet. Parce que là, à l'heure actuelle, au niveau de la bibliothèque, par exemple, centrale, il y a une bibliothèque numérique. Et il y a dans d'autres structures aussi, il y a différentes bibliothèques numériques. Il serait utile quand même d'importer les données de ces bibliothèques numériques pour permettre quand même à la communauté d'accéder non seulement à des références bibliographiques, mais à aussi des documents, par exemple, sur différents supports. La saisie des données sur les bases, je l'ai dit, les bases sont prêtes. L'objectif maintenant, c'est la saisie des données qui ont été collectées. Aussi, la mise à contribution des responsables d'unités documentaires au niveau national et international pour le transfert, par exemple, de leurs bases, des données qui sont relatives à l'histoire générale du Sénégal, mais aussi des bibliothèques numériques. Je sais qu'au niveau de la BNF, par exemple, il y a une grande bibliothèque numérique, et je pense qu'un partenariat pourrait être, par exemple, noué, pour voir comment, par exemple, importer, par exemple, ces données. L'autre élément aussi, c'est surtout, par exemple, à côté, par exemple, du travail de traitement, la numérisation et la sauvegarde surtout des données. Parce que souvent, les documents, si je prends le cas de l'IFAN, qui a un fonds ancien de 39 000 documents, quelquefois, vous trouvez des documents très anciens. Et compte tenu du climat et compte tenu, par exemple, de certaines situations, ils commencent quand même un peu à se dégrader. Il serait utile de les numériser. Ceci va permettre non seulement la mutualisation des ressources, mais aussi leur pérennisation.
Donc cette numérisation va concerner les documents qui sont libres de droit, les documents offerts par les auteurs, les documents aussi que les familles de ces auteurs sont prêtes à mettre à disposition, par exemple, de IGS, et aussi les documents que des organisations publiques et privées comme les universités, les centres de recherche, etc., donc sont prêtes donc, à mettre à notre disposition. L'autre élément pour les bases, c'est de les mettre en ligne. Ça, c'est pour faciliter donc leur visibilité. Un élément important aussi, c'est l'élaboration de produits documentaires. Donc les répertoires, comme les répertoires qui existent au niveau des archives, au niveau de l'IFAN, que je connais mieux. Donc il y a différents répertoires qui sont là-bas, les répertoires des cahiers Ponty, les répertoires des cartes. Parce qu'à l'IFAN, il y a 3250 cartes qui sont là-bas et le répertoire est terminé. Pour le catalogue, par exemple, William Ponty, là, ça a été édité et il est déjà au programme Mémoire du Monde. Donc tous ces documents-là, donc, qui sont dans les structures, un travail souterrain a été fait. Il serait utile, par exemple, de les déterrer, etc., donc, entre guillemets, pour mettre ça à disposition de la communauté universitaire. Et l'objectif à terme, au niveau du Sénégal, dans le cadre de ce projet, c'est de mettre en place un réseau des institutions documentaires nationales et internationales disposant de patrimoine documentaire sur l'histoire du Sénégal. Ensuite, la vulgarisation du code de conduite auprès de la communauté scientifique et des détenteurs donc, de documents. Allez-y. Donc pour conclure, je dirais que la réussite du programme de la commission 4 sources aura des incidences positives sur le traitement, sur la conservation, la diffusion et la valorisation des patrimoines documentaires, sur l'éducation à tous les niveaux, donc dans les différents cycles, sur le développement économique, social, culturel, scientifique et technique, etc. L'atteinte de ces objectifs permettra un gain de temps énorme pour la recherche documentaire. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les nouvelles bibliothèques et puis beaucoup de bibliothèques sont lancées dans la conception de bases de données de bibliothèques numériques. Mais quand même, on est toujours à l'ère, par exemple, des recherches, par exemple, sur fiches aussi. Et ça, je crois que c'est révolu, mais quand même, il y a un travail qui est fait donc, par les professionnels et à terme, on arrivera quand même donc, à avoir des bases de données qui vont nous permettre d'avoir un gain de temps énorme pour la recherche documentaire, mais surtout aussi pour la rédaction des programmes et des projets nationaux. Parce que là, par exemple, pour ce qui concerne le pétrole, par exemple, les gens en parlent, mais par exemple, au niveau des dossiers documentaires de l'IFON, là, il y a un travail énorme qui a été effectué donc, par les Français pour ce qui concerne les zones où il y a, par exemple, du pétrole. C'est un travail qui est déjà fait. Nous avons tout inventorié au niveau donc, de ces dossiers documentaires. C'est les travaux des chercheurs à travers l'IFAN et à travers, par exemple, l'Afrique occidentale française sur tous les thèmes, tous les thèmes, social, sciences, techniques, économiques, tout ça. Donc là, vous pouvez continuer. Donc, mais pour ce qui concerne, par exemple, les objectifs, tous ces objectifs et toutes ces actions seront menées après l'octroi de moyens humains, matériels et financiers. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, donc des félicitations à nouveau au professeur Salim Bay et à Ahmed Ndiaye pour leur esprit d'équipe, le sens de l'organisation et de la méthode et pour leur engagement total. Félicitations aux collègues aussi pour leur détermination et leur engagement et hommage aux membres du projet qui ont quitté ce bas monde, que Dieu les accueille au paradis. Merci de votre attention. Merci Gore pour cet exposé clair, limpide et exhaustif. Sans tarder, Aminata, la parole pour le contenu, les résultats. Donc le livre que vous avez entre vos mains. Ceux qui n'ont pas encore acheté, le livre est en place. Vous pouvez vous en procurer. C'est dans les bibliothèques et dans les librairies aussi. Dans certaines bibliothèques, on les étudiants qui souhaitent. Voilà, donc Aminata.
si les bibliothèques de la Fontaine ne l'ont pas encore, au moins la bibliothèque de l'EVAD, je suis sûr que tu dois l'avoir. Donc, chers étudiants, allez à la bibliothèque de l'EVAD. Donc c'est une chose, je dis aux étudiants qui n'ont pas encore lu, pour aller à la bibliothèque de l'EVAD, j'imagine que Aminata me dit que la bibliothèque de l'EVAD ne l'a pas encore. Donc voilà un appel aux autorités de l'université pour faire des acquisitions. Voilà. C'est pas donné gratuitement. Allez, vas-y. Nous, quand on était étudiants et quand on est devenu enseignant, chaque année, on demandait aux anciens de faire la liste des ouvrages à acquérir. J'imagine que cette tradition existe toujours et normalement, en fin d'année, il y avait la liste des acquisitions, des nouvelles acquisitions. Moi qui ai enseigné aux États-Unis pendant 2 ans, au moins, les enseignants, ils ont les livres gratuitement. Tout éditeur qui publie, le prof n'achète pas les livres, il donne ça gratuitement. Donc, je crois qu'il y a des recommandations sur lesquelles tu vas revenir. Ça fait quand même circuler les idées. Et la question des moyens, c'est important. Alors, Omar Doudouin Salou est très gentil, il a évoqué certains aspects. C'est vrai que la séance dernière, j'avais une double casquette, j'étais animateur en même temps membre de la commission. Mais là, j'ai une casquette historique. J'ai failli devenir archiviste. Et c'est lui qui m'avait envoyé pour faire l'école des chartes. J'ai fait 1 an et demi, c'est une école très complexe. C'est la Sorbonne, c'était juste à côté. J'ai bifurqué, Paris 1, Paris 4, j'ai fait égyptologie, et donc les archives m'ont perdu. Voilà un peu. Merci. Et Ahmed aussi, il n'y a pas de hasard, la qualité de l'éducation. Le doyen, on vient de venir de l'Akami, qui disait, c'est que tu dois bien travailler sur ton lien. Lui, il a été bon, c'est au lycée. À Saint-Louis, le lycée Charles. Ahmed Nia également. Donc la qualité de l'éducation aussi, à l'époque, ça jouait beaucoup. Et je vous donne cette information. C'est Ahmed Dia qui, l'autre jour, m'a montré les tableaux d'honneur de l'école des années 65, 66, 67, etc. Donc, ça sert aussi. Et quand il m'a montré ça, j'ai appris cette école, j'ai dit, mais vous savez, il y a des archives de l'école des années 60, Ahmed les a chez lui. Donc là, aujourd'hui, il est pas indiqué sur ça. Voilà, merci Aminata pour dire que les archives, ça sert beaucoup. Donc Aminata va vous dire maintenant qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cet ouvrage. Alors, merci monsieur le professeur de me donner la parole. Donc je vais commencer par dire bonjour à tout le monde et remercier l'ensemble des participants. Vous remercier également monsieur Diop, le professeur Mamadou Fall et tous les membres de AGS. Et je rejoins monsieur Gorodia aux hommages qui ont été formulés à l'endroit du professeur Saliou Mbaye, mon cher papa, comme il le dit. Donc, je remercie également le professeur Ahmed Ndiaye, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé, mais qui vous envoie également son bonjour et
et s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. J'avais déjà dit au professeur Saliou Mbaye que j'étais mal placée pour présenter son travail, vu que c'est lui qui a écrit, qui a travaillé de bout en bout pour la réalisation de ce projet. Et peut-être que le professeur Amendiaï aurait pu le présenter, vu qu'il est le rapporteur de la commission. Donc, je remercie le professeur Saliou Mbaye ainsi que le professeur Amendiaï de la confiance et également des encouragements qui ont été des encouragements en tout cas à mon endroit et pour la confiance, notamment pour la présentation de ce travail. Alors moi, c'est un projet que j'ai pris en cours. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant où j'ai pris le projet en cours. Et j'ai juste participé à la finalisation avec M. Goreya et également M. Babacar Ndiaye des Archives nationales du Sénégal. Donc merci encore à M. Saliou Mbaye et que Dieu vous accorde encore une longue vie et une bonne santé. Alors, donc là, vous avez eu un petit visuel de la page. Ça, la première, c'est la page de garde qu'on avait proposée au départ et qui finalement a été harmonisée au niveau du AGS. Donc nous, c'est la page de garde qu'on avait proposée. Et mais on retient que c'est la dernière version qui a été proposée par AGS. Alors, pour l'ouvrage du professeur, le volume 1 de la commission AGS, intitulé Sources de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, présente un spectre des sources qui sont susceptibles d'éclairer les chercheurs et les utilisateurs. Alors, cette première publication a fait l'état des lieux non exhaustif des travaux qui ont été initiés à partir de différentes sources historiques qui ont été présentées, notamment les bordereaux qui ont été présentés par mon collègue M. Goreya, dans des sources